Donc, donc 15% des couples, la cause féminine 34%, les causes masculines 20%, mais il y a des causes mixtes. Si on fait le total, bien sûr, on va trouver un facteur masculin, un couple sur deux. C'est pas négligeable, hein, parce qu'il y a aussi des causes mixtes. Donc, un cas sur deux. Et souvent, on est amené à explorer la femme, et après plusieurs mois, on explore l'homme, et on est surpris de constater une anomalie. C'est fréquent. Donc, il faut toujours essayer, dans la mesure des possibles, toujours de passer rapidement à l'exploration de l'homme. Ça, c'est clair. Et c'est confirmé parce que parfois, on perd beaucoup de temps pour rien. Pour rien, alors que la femme... D'accord. OK. Ça passe pas. Ça fait Awadez. Ça fait, c'est bon. Donc, quand est-ce qu'il faut réaliser une écho? Donc, il faut un interrogatoire minutieux, ça c'est clair. Il faut un examen clinique. Qu'est-ce qu'on va chercher à l'examen clinique? On va palper les testicules, on va évaluer le volume déjà. C'est une chose très importante. Qu'est-ce qu'on va chercher? L'épididyme, est-ce qu'il y a une induration? On va essayer de le chercher. Et surtout, ne pas oublier le différent. Le canal différent, il est palpable. C'est un aspect de fil de fer qu'on peut toujours, dans la majorité des cas, on le retrouve avec l'examen clinique. Parfois, il y a des difficultés et on peut même le repérer par l'écho. D'accord, mais à condition d'avoir des sondes de bonne qualité. L'essentiel, c'est cet examen est très important. Deuxièmement, il faut examiner le sujet debout et allongé pour chercher et pour voir éventuellement s'il y a une dilatation veineuse, une varicocèle qu'on voit à l'œil ou bien qu'on palpe. Donc, et une fois qu'on a fait ça, cet examen, qu'il faut demander un bilan. Il faut avoir ce bilan spermiologique qui est très important avant de faire l'écho. L'écho, c'est un prolongement. Ce n'est pas aider l'écho. Non. Comme anomalie. Et qu'est-ce que vous avez parfois à l'examen clinique? Et puis, d'autres bilans sanguins qu'on peut demander, particulièrement la FSH. Vous allez voir ça. Alors ça, c'est juste pour rappeler des choses que vous connaissez parfaitement, c'est l'anatomie. Donc la bourse, donc vous avez le testicule, c'est la gonade, c'est l'usine des spermatozoïdes que vous savez, les canaux excréteurs, l'épididyme, puis les canaux déférents. Et après, en profondeur, il y a aussi les canaux éjaculateurs, la vésicule séminale et la prostate. Donc nous avons deux niveaux qu'on peut explorer. Il y a le niveau scrotal et il y a au niveau... Parfois, lorsque c'est nécessaire, il faut aller jusqu'au canal éjaculateur, au niveau de la prostate, parfois. Si on suspecte une cause masculine obstructive au niveau de la prostate ou bien des canaux, c'est l'endorectal. Mais, toujours est-il, c'est l'écho scrotal en premier lieu et on ne passe pas à la deuxième s'il n'y a pas de justification. Nous allons voir tout ça. Bon, ça c'est juste pour rappeler l'axe hypothalamo hypophysaire et surtout le rapport avec le testicule. Et comme vous connaissez, il y a plein d'hormones qui sont sécrétées. Donc il y a tout ce cycle qui est hyper important, FSH qui agit sur la spermatogenèse et puis donc le testicule de Leydig qui sécrète de la testostérone et qui sont sous contrôle LH. Donc aussi, donc il y a des causes qui peuvent être centrales, ils peuvent être périphériques. On va voir tout ça. D'accord? Bien. L'examen clinique, on en a parlé, donc il faut faire un examen, chercher surtout les signes d'hypogonadisme. Il faut voir s'il y a de la pilosité, s'il y a des gynécomasties, s'il y a une galactorée. Tout ça, c'est hyper important. Ça nous oriente vers des causes aussi bien sécrétoires que excrétoires. Donc, tout ça est important. Une cicatrice éventuellement pour voir si jamais, parce que tout acte chirurgical sur les bourses, ça peut engendrer des problèmes. Et même la cure des hernies aussi peut avoir des lésions de déférents. Donc, il faut vérifier tout et chercher une varicocèle. Je passe, facteur de risque. Il y en a plein. Il y a l'âge. Alors, l'homme, ils disent que l'homme, avec l'âge, il n'a pas de problème. L'esprit reste toujours bien. C'est faux. Souvent, après 55 ans, il y a une altération de spermogramme. Et un homme normal, à l'âge de 25 ans, 30 ans, n'est pas toujours normal à l'âge de 40 ans.
50 ans, et surtout à partir de 55. N'oubliez pas qu'aujourd'hui, l'homme il est exposé, comme la femme, à l'environnement. Il y a des facteurs même environnementaux, il y a des toxiques, il y a des médicaments, il y a des choses qu'on ne connaît pas. Donc, il ne faut pas se contenter d'un examen antérieur qui était normal. Il y a des varicocèles qui étaient normales ou bien des anomalies qui peuvent se compliquer, s'aggraver avec le temps. Il y a des infections qui peuvent se vivre. Donc, n'oubliez pas, le facteur âge en lui-même, tout seul, est un facteur de risque à partir de 55 ans, chez l'homme. Nam? Oui? Et puis, la consommation de tabac, cannabis, médicaments. N'oubliez pas que le tabac est un facteur de risque très important. N'oubliez pas le cannabis. Et il y a des autres facteurs, à savoir le diabète, l'obésité surtout. Oui? نعم؟ ما سمعتكش يا أستاذ. كريبتو. Pourquoi ils donnent l'infirmière? Déjà, je vous réponds rapidement. Crypto qui dit c'est quoi? C'est un testicule qui n'est pas à sa place et souvent dans la région inguinale. Et avec le temps, donc c'est des diagnostics qu'il faut faire à temps. C'est pour la raison pour laquelle il faut examiner toujours les enfants, non seulement par le pédiatre, mais au niveau de l'école. Et pas signer des dossiers comme ça. Malheureusement, on signe des dossiers, mais quoi, vous le dire avec mes dires. Non, il faut l'examiner, il faut voir. Parce que c'est un problème de passer à côté d'un hypogonadisme chez un enfant et qui peut refléter une cause centrale et qu'on peut traiter à temps. D'accord? Et deuxièmement, une crypto qui dit, malheureusement, qui est fréquente et qu'on risque de ne pas voir si on examine mal. Alors pourquoi? Parce qu'il n'est pas dans sa loge habituelle, donc il est dans la région inguinale. Et qu'est-ce qu'il va se passer avec le temps? Il va s'hypertrophier et donc à la longue, il y a des anomalies importantes. Donc il faut l'abaisser le plus tôt possible. D'accord? Et voilà. Donc c'est ça. Pourquoi? Donc c'est par des causes sécrétoires. Des causes sécrétoires, c'est un tissu qui devient petit et qui n'est pas dans sa place. Donc parce qu'il est exposé à la chaleur. N'en parlons pas des risques de cancérisation, etc. Donc n'oubliez pas l'obésité et certaines maladies génétiques. D'accord. Alors pour les causes, donc notre problème c'est quoi? Une fois que vous avez un patient qui vient pour une infertilité, enfin un couple, et vous suspectez une cause masculine, vous allez vous poser une question. Oui, monsieur? Ben, l'obésité, bon, d'après les études, constate. Bon, j'ai pas la bonne explication pour vous en détail, mais il semble-t-il que l'obésité, c'est l'un des facteurs d'infertilité. Je ne sais pas exactement, pour être honnête, mais certainement, il y a plein de facteurs. Il y a des communications de sens que je pourrais vous donner pour l'obésité, mais l'obésité chez l'homme, et même chez la femme, est un facteur d'infertilité. Elle diminue l'infertilité. Mais je pense que j'ai une communication, si vous voulez ça, je vous la donne. Pardon. Je crois qu'au contraire, l'obésité, de principe, je dis oui, de principe, oui. c'est une cause d'infertilité chez la femme. D'accord. Mais chez l'homme, de principe, la fabrication de la testostérone utilise plus du cholestérol. Donc, au contraire, j'allais presque dire c'est un fertilisant. Bon, c'était l'idée auparavant. Oui. Que chez l'homme, la testostérone passe par le cholestérol. Donc, plus il y a de cholestérol, plus il a de chances de fabriquer. C'est l'inverse. Bon, c'est possible. Était retenu oui, c'est bon. Ça veut dire, si on a bien compris, c'est que chez l'homme, quand on est obèse, on a plus de chances que... Non. Ah, d'accord. Ça diminue, lorsqu'on est obèse, ça diminue. C'est comme le tabac. Le tabac aussi, c'est un facteur de risque. Les gens qui fument, ils ont moins de chances de concevoir. Et la femme, lorsqu'elle est obèse, il y a un problème. Bon, l'OPK, par exemple, la femme peut être obèse, mais attention, il y a l'OPK jeune. Mais l'obésité est un facteur. Mais l'obésité, à elle seule, que ce soit chez l'homme et chez la femme, est un facteur de risque qui diminue les chances de conception. Donc on passe. Donc les causes. Donc il y a des causes. À votre avis, qu'est-ce qu'il faut chercher comme cause? Bon, on voit le spermogramme, il y a une altération. Bon, ça dépend. Est-ce qu'il y a une azoospermie ou bien une oligostérospermie, etc. D'accord. Bon, il y a une anomalie et on veut examiner. Alors les causes, à votre avis, il y a des causes sécrétoires, c'est-à-dire non obstructives, c'est-à-dire des causes de fonctionnement de la gonade, ou bien il y a des causes de mécanique, de blocage. Donc, il y a deux questions. D'accord, c'est clair. Bien.
Et parfois, il y a des troubles, autres troubles qu'il faut chercher. En dehors de ces troubles, c'est les troubles d'éjaculation. Alors, dans quel cas il y a des troubles d'éjaculation? Non, c'est fréquent aussi, hein, mais on n'en parle pas. Il faut poser la question. Comme les causes sexologiques, il y a des dysfonctions sexuelles. Il y a chez la femme, par exemple, ce n'est pas le cas. Il y a des vaginismes, qu'on ne peut pas dire. Donc, il faut poser la question. Et toujours la femme, il vous dit tout. Hein. L'homme, il peut cacher. Ça, c'est clair. La femme, en matière de troubles sexuels, ne cache rien. Vous êtes tous d'accord. Donc, il faut poser la question. Alors, les troubles d'éjaculation, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on va chercher? En matière d'infertilité, c'est fréquent. C'est l'éjaculation rétrograde. Chez qui? Chez les diabétiques, par exemple. Hein? Ou bien chez des patients qui prennent, par exemple, des antidépresseurs. Donc, il faut poser la question. Parce qu'ils ne vont pas vous le dire. Et là, une vis neurogène, par exemple, un diabète ou bien un traumatisme lombaire, peut-être il éjacule. Et est-ce qu'il y a des chances de ce cas? Oui, on peut chercher les spermatozoïdes dans les urines et travailler avec. Donc, il y a des solutions, mais il suffit de savoir. Il y a des antidépresseurs aussi qui donnent des éjaculations rétrogrades chez certaines personnes. Donc, il ne faut pas oublier les causes sexuelles et les causes des troubles. Donc les causes non obstructives, donc il y a donc un problème au niveau de fonctionnement du testicule, donc de la gonade elle-même, d'accord? Et malheureusement, c'est les plus fréquents. Les plus fréquents, c'est la gonade. C'est l'usine qui ne donne pas de spermatozoïdes. Et c'est là où il y a le maximum de problèmes. Lorsqu'il y a une cause de blocage, dans ce cas, on peut soit débloquer, ce qui est rare en chirurgie, ça ne donne pas beaucoup de résultats et c'est limité, mais surtout aller chercher les spermatozoïdes au niveau testicule ou bien au niveau de l'épidyme après un bilan, parce qu'il y a tout un bilan qui va nous orienter sur les chances de trouver ou pas. Donc il y a toute une préparation et donc malheureusement les causes sécrétoires sont les plus fréquentes et c'est les causes, donc il y a une altération de la spermatogenèse. Pourquoi la FSH elle est élevée et les mines basses? Oui, alors là, on trouve l'intérêt. Toujours, moi, dans ma pratique, je fais beaucoup d'échos scrotales à la clinique. Moi, je travaille avec l'INEA, comme vous savez. Et souvent, il y a un bilan, déjà un spermogramme, il y a un examen clinique, mais aussi, il y a un bilan sanguin. J'exige au moins la FSH. Pourquoi? FSH est élevé, veut dire qu'il y a la spermatogenèse, le fonctionnement, donc feedback. Et puisque c'est augmenté, très augmenté, il est fort probable que les testicules ne fonctionnent pas bien sur le plan spermatogenèse. Vous êtes tous d'accord. Donc le fait d'avoir FSH augmenté, c'est pas bien. Par contre, si j'ai un homme avec une azospermie 0, avec FSH normal, il est fort possible que ce soit un obstacle mécanique. Et surtout, si je fais l'écho, je trouve des testicules homogènes, de volume normal. Oui. Donc, moi, je dirais que ce monsieur, j'ai beaucoup de chance d'aller chercher, et la femme peut tomber enceinte. Si j'ai des petits testicules, un volume diminué, là, c'est l'intérêt de l'écho. D'accord. Et la FSH élevé avec une cryptorchidée, par exemple, là, peut-être, j'ai des chances très, très faibles. La cause, elle est sécrétoire, avant que je fasse même l'écho. Hein? Et lorsqu'il y a une cause obstructive, je vais alors chercher le niveau de l'obstacle et voir éventuellement. Vous allez voir tout ça. D'accord. Donc, FSH élevé, donc oriente vers les causes sécrétoires. Bien sûr, on peut doser aussi l'inhibine, qui diminue dans ces cas. Alors, les causes excrétoires obstructives, c'est un blocage, bien sûr, à un certain niveau. Hein, et comme vous savez, ça peut être au niveau de l'épididyme. D'accord? Souvent, les testicules sont normaux. Hein, souvent, lorsqu'il y a un blocage, c'est souvent au niveau des voies. Alors, nous avons l'épididyme. Qu'est-ce qu'on peut avoir au niveau de l'épididyme comme anomalie? Une agénésie, une absence, carrément. On peut avoir la tête, ne pas avoir le corps et la queue. Il y a des anomalies congénitales, il y a une absence du déférent et de l'épididyme. Comme il existe aussi des anomalies d'abouchement du canal déférent. D'accord? Et dans ce cas, c'est des choses qu'on peut voir à l'échographie. Donc, c'est la raison pour laquelle il faut toujours un examen qui cherche les déférents et après compléter par l'écho pour voir l'épididyme et le suivre, et voir la tête, le corps, la queue, l'os, et puis le rapport avec le déférent et aller. Hein? D'accord?
aller vers le haut. Alors, quand est-ce qu'on va suspecter ces obstacles? C'est lorsque le volume, ça vous dit quelque chose, le volume? Est-ce que c'est important? Hein? Alors, à partir de quelle valeur il faut suspecter une cause, un obstacle sur les voies, hein? 1,5. Vous avez moins de 1,5, normalement, il faut penser à, bien sûr, 1,5, testicule de volume normal, FSH normal, attention, peut-être il y a un obstacle. Hein? Parce que le volume, bien sûr, on considère que le prélèvement a été fait dans les conditions optimales, c'est-à-dire la personne non stressée, au repos, etc., après elle a pris suffisamment d'eau, voilà. Hein? Le spermatogramme, 2 fois. Pardon, merci. Pour le volume, il faut répéter le spermogramme 1 semaine après. Ah oui. Non, oui, s'il y a... Normalement, on ne juge pas un spermogramme sur un seul spermogramme. Toujours, il faut juger, s'il y a une anomalie, juger de 2 spermogrammes espacés avant de conclure. Parce que le spermogramme change chez la même personne. Il peut changer d'un jour à l'autre. On ne juge jamais sur un seul spermogramme. Donc ça, c'est juste pour rappeler les normes les dernières normes. Hein, et c'est avec ces normes qu'on travaille aujourd'hui. Donc il faut un volume d'éjaculat au-delà de 1,5, le nombre 15, la mobilité A et B, c'est-à-dire les fléchants et les lents et progressifs, c'est au-delà de 30. La vitalité 58, au-delà de 58, et les formes normales à 4. Ça, c'est les normes actuelles. Hein. D'accord. Pour les causes obstructives, qu'est-ce que vous allez chercher? Comme je disais, des anomalies, des blocages, surtout des maladies congénitales. L'absence des canaux différents, on vient d'en parler. Parfois, on peut avoir des kystes obstructifs, compressifs, surtout au niveau de la prostate. Parfois, il y a des gros kystes qui peuvent comprimer les canaux éjaculateurs et engendrer, bien sûr, une anomalie, voire une anomalie spermiologique, voire une azospermie. Et puis, bien entendu, il y a les autres causes, particulièrement une atteinte des voies génitales par des infections, et surtout la tuberculose chez nous. Hein? C'est comme chez la femme. On peut avoir les deux trompes bouchées par atteinte, et la matrice, elle est bien. Hein? Mais il y a d'autres causes aussi infectieuses, toutes les infections qui peuvent toucher au niveau de l'épididyme, une atteinte bien sûr bilatérale, au niveau des différents, et on parle de différents titres. Et ainsi, on peut avoir même des microcalcifications qu'on peut chercher au niveau des canaux éjaculateurs, mais les canaux éjaculateurs, pour les voir, c'est l'endorectal. Je vous rappelle que l'écho endorectal n'est pas systématique de premier coup. Il faut vraiment la justifier lorsqu'il y a une cause suspective, vraiment une cause obstructive, et après une préparation pour aller chercher des objectifs précis, et ça, bien sûr, il faut le discuter avec le malade pour qu'il accepte. C'est difficile d'accepter l'endorectal chez l'homme. Donc, il faut la justifier et surtout chercher une anomalie obstructive, surtout au niveau de la prostate. Bien sûr, on peut chercher à l'écho endorectal quoi? Une agénésie des vésicules séminales, qui sont souvent fréquentes dans certaines maladies congénitales. Surtout, n'oubliez pas la mucoviscidose. Lorsque vous avez une anomalie des vésicules séminales, une absence des vésicules, et vous avez une anomalie d'abouchement, et vous avez une azospermie, et les testicules sont normaux, et surtout, s'il y a un rein unique, allez chercher la mucoviscidose et demandez le bilan. Je viens de voir un cas hier. Et voilà. Ça, c'est juste pour rappeler la différentographie. Différentographie, c'est un examen qu'on faisait dans le temps. Il n'a plus de place aujourd'hui. On ne le fait plus, c'est astreignant, c'est difficile. Ça permet de visualiser des canaux différents. Ça, c'est un ancien cliché que j'ai trouvé et que je vous montre. Mais aujourd'hui, pour porter le diagnostic des anomalies obstructives, c'est surtout la clinique, c'est très important, le spermogramme, la biologie, bien sûr la biologie séminale et l'échographie
et on demande la génétique. On cherche, là, si on suspecte une mycovillose, on demande on demande des examens dans ce sens pour chercher cette anomalie. Bon, je passe avec les canaux différents pour ne pas trop... Là, je passe rapidement ah. D'accord. Voilà, venez s'il vous plaît. Juste pour montrer l'écho, qu'est-ce qu'on va utiliser comme sonde? Une sonde linéaire, d'accord, et une sonde endocavitaire en cas de besoin. رجع واحد الفيشي قبل منه ارجع للطابلو دابا ارجع لها حيده صافي c'est pas grave. Bon. Donc on va utiliser deux sondes. Il y a la sonde linéaire que vous voyez là. D'accord. Et puis la sonde encavitaire. Quelle fréquence, s'il vous plaît? Oui. La fréquence de la sonde linéaire? Oui, c'est important. Il faut toujours, en matière de scrotum, il faut chercher la haute résolution. Au moins 12. Vous pouvez aller jusqu'à 16. Plus que la fréquence est élevée, plus vous allez voir de près. Surtout pour voir certaines nuances. Parce qu'on va voir plein de choses. On ne peut pas faire de l'écho scrotal avec des sondes de 7,5 aujourd'hui. Il faut non seulement une sonde de haute fréquence, mais aussi une sonde de haute qualité avec Doppler. D'accord? Donc voilà, sonde linéaire haute fréquence. Ça nous permet d'explorer le testicule, d'accord, l'épididyme et les canaux différents aussi. Et chercher les varicocèles, c'est-à-dire une dilatation veineuse et chercher des reflux par le Doppler. Et la voie endorectale, comme je vous disais, il n'est pas systématique. Il faut bien sûr préparer le malade, il faut lui expliquer l'intérêt, faire un schéma, ainsi de suite. Il faut protéger la sonde, ça c'est des choses que vous connaissez très bien. Là, juste pour montrer qu'est-ce qu'on va faire dans un premier temps, il faut déterminer le grand axe du testicule. Si on peut avoir un marqueur après, j'ai demandé, je vous montrerai comme ça la difficulté. Voilà. Il faut avoir le grand axe du testicule. Vous voyez là. Le problème, c'est que le testicule, il file. Donc, mais avec le temps, vous allez vous habituer. C'est comme le rein, il est fixe. Mais pour prendre le grand axe, il faut bien s'aligner des deux parties les plus éloignées pour avoir vraiment la bonne mesure. Parce que moi, je vois beaucoup de comptes rendus, on prend le testicule à moitié. Ou là, de façon... Ça, je prends ça, je prends comme ça. Là, j'aurai une mesure en dessous de la moyenne. Deuxièmement, on fait des coupes axiales, c'est-à-dire transversales. Voilà, c'est là. Et lorsqu'on a les trois mesures, on a le volume. Et le volume, comment vous allez faire pour mesurer le volume testicule? Vous multipliez par combien? Hein? Alors on prend les trois mesures et on multiplie par une valeur. Hein? Alors souvent, je trouve 0,52 pour la prostate. Pour le testicule, c'est différent. C'est 0,71. Ça, c'est l'actualité depuis quelques années. Et on trouve toujours 0,52. Ou bien on utilise un logiciel sur la machine où il y a 0,52. Là, vous allez avoir des mesures fausses. D'accord? Donc 0,771 et ça vous donne le volume. D'accord? Donc le volume est important. Deuxième chose, qu'est-ce qu'on va chercher? On va analyser l'écogénicité du testicule. Comment vous trouvez ce testicule? Il est homogène, il est beau, donc il faut faire les bons réglages. Tout ça, c'est important. Donc, il faut bien optimiser la qualité d'image. Pour optimiser la qualité d'image, il faut jouer sur la machine, sur les réglages que vous avez à la machine, là, pour que vous ayez donc la meilleure image possible. Et ça vous permet de chercher les petites choses. Voilà, donc le testicule normalement homogène. Lorsque vous avez un testicule de volume normal homogène, comme ça, FSH normal, alors vous êtes orienté beaucoup plus vers une cause peut-être obstructive, s'il y a une azospermie, et donc beaucoup de chance, déjà de premier coup. Parce que vous avez un testicule qui est hétérogène, petit, de volume,
qui n'est pas à sa place, ou même à sa place. D'accord? Donc, peut-être je vais demander un FSH. Et si je trouve la FSH élevée, peut-être j'aurai des problèmes sérieux avec ce patient pour trouver des spermatozoïdes. J'ai peu de chance. Voilà, c'est ça, c'est ça qu'il faut retenir. Hein. S'il vous plaît, un petit rappel sur l'albiginée. Sur L'albiginée. l'albumiginée, c'est cette paroi-là que vous voyez là, hyper écogène. La seule chose qu'on peut voir lorsqu'on est orthogonal, on a des ultrasons envoyés de façon orthogonale, on va voir l'albumiginée. Les seules choses hyper écogènes qu'on voit sur le testicule, c'est l'albumiginée et le hile sur des coupes transversales. Le hile du testicule qu'on voit hyper écogène. Le reste, c'est homogène. Varicocèle, on va chercher la fin, on complète toujours par varicocèle pour chercher est-ce qu'il y a des veines dilatées et surtout, il faut l'examiner. Non seulement, c'est pas sur deux positions, couché et puis debout, après un examen clinique, et on va faire la manœuvre de Valsalva si nécessaire pour chercher un reflux. Alors, l'étiologie, on en a parlé. Donc, comme je disais tout à l'heure, les causes, ils peuvent être sécrétoires au niveau de fonctionnement et ou bien les causes peuvent être au niveau des canaux, hein, un obstacle quelque part, soit au niveau de l'épididyme, soit différent, soit au niveau du canal éjaculatoire, soit au niveau prostatique. OK? Alors, pour les causes sécrétoires, qu'est-ce que, pour vous, comment vous le trouvez? Je fais écho et je trouve ça. C'est quoi? Comment vous trouvez? Bon, je n'ai pas donné les mesures, mais je vous dis que le volume il est petit. Hein? Il est hétérogène et il est de petit volume. Donc, ça nous oriente vers une cause sécrétoire, tout simplement. Hein? Là, je vais vous montrer un peu l'épididyme. Donc, il y a le testicule sur une coupe sagittale. Vous avez la tête. Et sur vous, il y a le corps, la queue. D'accord? Voilà l'épidyme qu'on voit ici. OK? Alors, à un certain moment, on longe un peu l'épidyme. Il y a ce virage-là. Et là, c'est l'anse épidymodifferentielle qu'on peut voir à l'écho. Là, c'est le différent. Regardez ces deux petits canaux. Et là, cette lumière ne devrait pas dépasser 2 mm. Mais là, pour voir ça, il faut vraiment la chercher et il faut avoir une haute résolution. Là, on peut récupérer le différent au niveau inguinal en haut, en cas de difficulté, et surtout à ce niveau, il devient rectiligne et on peut le voir. Qu'est-ce qu'on va voir au niveau du différent? On va chercher un épicissement important qui peut nous orienter vers une différentite. On peut avoir une lumière dilatée au-delà de 2 mm. C'est des choses qu'on pourrait voir et ça nous oriente beaucoup vers les causes obstructives. Les anomalies de voie génitale, là, l'épididyme qu'on voyait là, qu'on vous le trouvez là, trop dilaté. Et lorsqu'il est dilaté, c'est-à-dire qu'il y a un obstacle quelque part. Le fait d'avoir des testicules normaux, de volume normal, d'écogénicité normale, il n'y a pas de microcalcification, tout est normal, il n'y a pas de tumeur. Et j'examine l'épidyme et je constate qu'il est très dilaté des deux côtés et il est fort probable qu'il y a une cause obstructive quelque part. D'accord? Et on peut voir même des dilatations à l'intérieur du testicule lui-même, du rététestis, des dilatations qu'on peut voir au niveau de la partie où il y a une collection des canaux séminifères. Là, juste pour montrer, mais je pense que la vidéo, si on a de la chance, ça va passer ou pas. Ah, ça marche, j'ai de la chance. Hein. Là, c'est juste une écho endorectale. D'accord? C'est une écho endorectale que j'ai fait au cabinet, je me rappelle. Et puis, vous avez vu la prostate au début. Et après, en balayant en axial, vous allez voir ça. C'est quoi ça? C'est les vésicules séminales. Là, on ne fait pas l'écho pour tout le monde. On le fait lorsqu'on suspecte une cause, un blocage. Donc, qu'est-ce que je cherche? Est-ce qu'il y a des canaux différents? Est-ce qu'il y a des vésicules séminales? Ici, je dois aller chercher la mucoviscidose, c'est clair.
Oui. Bon, si je vais chercher au niveau tissu, je vais trouver des spermatozoïdes. Même s'il y a 0 sperme, je vais chercher. Parce que juste un blocage. Mais attention, peut-être qu'il y a une maladie génétique derrière. Là, juste pour vous montrer, vous allez voir les vésicules, vous allez voir le volume. Souvent, ils ont un aspect vacuolé. Et vous allez voir ça, c'est les canaux différents. L'abouchement des canaux différents que vous allez voir. Je vous écoute. Regardez les vésicules séminales, l'aspect vacuolé des deux vésicules, et regardez ce canal, on va le suivre et on va voir une partie. On ne voit pas toute la partie de canal différent, on peut la suivre sur quelques centimètres. D'accord? Une fois, on va le perdre. S'il vous plaît, des vésicules séminales augmentées de volume, est-ce Oui. qu'ils sont pathologiques? Non, à mon sens, non, sauf s'il y a une dilatation très importante du vésicule séminal. Il y a des pathologies de la vésicule séminale, ou surtout s'il y a, qu'est-ce qu'on appelle ça, du sang dans le sperme. J'ai oublié le nom. L'hémospermie. Attention, ça peut prendre un autre, il faut chercher autre chose. Mais si vous avez une dilatation importante du vésicule, ça oriente vers un problème. Par contre, si vous constatez un aspect vacuolé avec des vésicules séminales, parfois les causes des vésicules séminales assez grosses, on a bien un peu dilaté, mais en fait, souvent c'est l'abstinence sexuelle chez certaines personnes, ou bien des gens jeunes qui ont une activité sexuelle. Voilà. Au contraire, si on constate un volume satisfaisant, c'est un bon signe. Par contre, des petites vésicules séminales, attention, ça peut être des anomalies congénitales. Ça, parfois, on a du mal à trouver les vésicules séminales. D'accord? Dans ce cas, attention aux problèmes génétiques et ne pas hésiter à chercher les reins. À chaque fois que vous avez un problème de la vésicule séminale, allez voir le rein. Vous allez être surpris. Vous pouvez trouver un rein unique. Si vous trouvez un rein unique, vous allez vous orienter directement vers les anomalies congénitales qui sont fréquentes dans ce sens. C'est comme la femme qui a un utérus unicorne ou bien bicorne, certaines formes de bicorne, et vous avez une agénésie rénale. Donc c'est les canaux de Wolff, voilà, que vous connaissez, et la migration, qui donne ces... D'accord? Alors, là, juste pour vous défiler encore, vous regardez, moi je vais essayer de... Ça c'est la vessie, ça c'est les... Voilà, voilà, ça c'est le différent. Regardez, voilà, il a disparu. Donc là, il est normal. L'autre, le voici, le deuxième. Le deuxième, vous allez le voir. Je pense que je vais... Voilà, j'ai pivoté un petit peu pour aller encore montrer l'autre canal. Donc là, je pourrais dire déjà, j'ai une prostate, de volume normal, parce que après, on va faire les... Regardez, je reviens. Là, qu'est-ce qu'on voit? Je vois la prostate et on peut faire une coupe axiale. Et après, normalement, on pivote à 90. Ça nous permet d'avoir les deux autres mesures qui vont nous donner le volume. Et en faisant cette coupe sagittale après, ça va nous permettre de voir le canal éjaculateur. Et on peut voir... Donc, pour vous dire un peu la technique, voilà, donc ça nous donne, donc il y a des coupes axiales et après on tourne à 90 pour avoir des coupes sagittales. Sur la coupe sagittale, ça va nous donner encore des mesures, ça va nous donner le volume. Le volume, vous savez, c'est moins de 20, mais ça dépend de contexte clinique, hein, d'accord? Mais l'essentiel, le but en matière d'infertilité, c'est de chercher des obstacles. Par exemple, un kyste qui entraîne une obstruction. Chercher cet abouchement des canaux différents. D'accord? S'il y a une absence, une absence de canaux différents. Chercher s'il y a une dilatation. On peut chercher même des microcalcifications qui se projettent au niveau du canal différent et ça va orienter vers des infections. D'accord? On va chercher des microcalcifications qui se projettent sur les canaux éjaculateurs. J'ai d'autres films que je ne peux pas passer aujourd'hui, mais peut-être je peux vous montrer ça. Des microcalcifications, tout ça. Et on peut avoir aussi des gros kystes, un kyste très volumineux qui peut obstruer. Et là, ça oriente vers les causes excrétoires. Bien sûr, il y a un contexte clinique. Hein, azospermie,
infertilité, etc. Parfois des anomalies au niveau de d'autres, oui, de volume inférieur à 1,5. Oui, monsieur. الوقت. OK. Juste pour montrer les ampoules différentielles. D'accord? Là, juste montrer un peu des testicules de petit volume. D'accord? Lorsque vous êtes en dessous de 10, c'est pas normal. Il faut chercher les causes sécrétoires. D'accord? L'hypotrophie. Ça, c'est juste vous dire que lorsqu'on fait l'examen testiculaire, il faut toujours faire un examen comparatif sur une coupe axiale. Hein? Toujours, c'est important. Là, vous constatez, il faut faire du coupe. Là, montrer un peu la cryptorchidie dont on a parlé tout à l'heure. Donc, un testicule qui n'est pas à sa place, petit, d'accord, et qui n'est pas à sa place, d'accord. Là, juste une photo que j'ai prise au cabinet d'ailleurs de cryptorchidie, deux testicules petits avec des microcalcifications au niveau inguinal, avec une hypotrophie sévère. Et là, c'est une cause sécrétoire qui se voit que très méchante, c'est parce que vraiment pour trouver des spermatozoïdes, même à la biopsie, il y a peu de chance. La varicocèle, c'est quoi? C'est très fréquent, c'est une dilatation qu'on peut voir à l'œil nu. Ça dépend du grade. Donc le grade 3, c'est visible. Le grade 2, c'est palpable. Hein, et grade 1, c'est après demander au malade de pousser. Et dans des cas infracliniques, on est amené à faire l'écho et on va voir ces dilatations qui sont évidentes au-delà de 3 mm. Si on demande au malade de pousser, on va voir ça. Et parfois, il y a un reflux spontané, comme ça, c'est du rouge. Et puis, je vais voir, j'espère que là, ça va marcher. Ya Rabbi. Ah, ça n'a pas marché, c'est pas grave. J'allais vous montrer une vidéo de varicocèle, mais c'est pas. Voilà. Là, si je montrais ce reflux qui devrait être supérieur à 2 secondes, voilà. N'oubliez pas que le varicocèle peut aussi siéger en intratesticulaire, mais c'est exceptionnel, ou bien le pourtour du testicule. D'accord? Varicocèle, cause fixelle, le traitement. Alors, ça c'est important. C'est les causes génétiques, c'est les causes sécrétoires. Lorsque vous avez une anomalie, donc un spermatogramme très perturbé, vous avez des testicules surtout très petits, hein, avec un morphotype, gynécomastie, des membres hypertrophiés, tout ça, il faut suspecter le Klinefelter. Klinefelter, c'est quand même on a des chances avec Klinefelter. Hein. Maladie Klinefelter, c'est fréquent, donc c'est une anomalie chromosomique. Mais déjà, à la clinique, vous avez beaucoup de choses. Et surtout, à l'examen clinique, vous avez des testicules très petits, inférieurs à 4 millilitres. Deux testicules petits. Souvent, c'est des hommes de grande taille avec des testicules petits. Et on a des chances, beaucoup de chances aussi, même s'ils sont petits, même s'il y a Klinefelter, de trouver des spermatozoïdes à la biopsie. Là, c'est juste pour rappeler le morphotype de Klinefelter, donc c'est un chromosomique. Et là, qu'est-ce qu'on va trouver à l'écho? Ça, c'est l'intérêt. C'est des testicules qui sont petits et souvent qui sont hétérogènes. Et parfois, vous pouvez trouver même des nodules qui peuvent simuler des cancers. Attention, ça peut être juste des petites tumeurs de cellules délidiques qui n'ont rien avec quelque chose de malin. C'est pour vous dire qu'à chaque fois, vous avez des testicules petits avec des nodules. Alors, il faut se méfier. Mais de toute façon, c'est l'urologue qui fait ça, donc il prend ça. Ils connaissent bien cette pathologie. Donc, on ne va pas prendre tout nodule sur des testicules petits chez quelqu'un qui a un Klinefelter pour quelque chose de malin. Et là, si je vous montrer tous les aspects qu'on peut voir à Klinefelter sur les testicules. Mais ce qu'il faut retenir, c'est des testicules petits, hétérogènes. Il y a une cause sécrétoire. Donc, ne pas oublier la génétique. Voilà. Et il y a des chances d'avoir des grossesses, même si c'est manifestement inquiétant. D'accord? Là, si je vous montrais les microcalcifications que vous voyez là, il y a plusieurs grades. D'accord? Et n'oubliez pas que parfois, chez l'homme infertile, souvent, par rapport à la population générale, il y a des cancers plus fréquents. C'est bon? Donc, monsieur une minute, je vais juste conclure. Bon, ça va? Ça va. Bon, je ne sais pas si on peut.
معليش. J'allais vous passer une vidéo. Je pense شحال باقي لنا تاع الوقت ولا نحبس؟ 2 minutes, c'est bon. Donc je vais passer une vidéo. Comme ça, je vais voir. J'ai vu le temps. Chef, oui. Autre fois, d'accord. Juste un cas clinique. Donc, regardez, bon, c'est un patient que j'ai vu, azospermie totale. D'accord? Qu'est-ce que vous voyez? Arja alors au stade, revenir en arrière. Regardez, c'est un patient que j'ai vu à la clinique d'ailleurs. Alors, je reviens un petit peu. Alors, juste pour... Attendez. Qu'est-ce que vous allez voir? Regardez la qualité. Ça, c'est pour vous dire qu'il faut avoir des centres de très bonne qualité. Il faut bien optimiser l'image. Ça, c'est une vidéo que j'ai prise à la clinique Inaya. D'accord? Regardez le testicule. Il est agrandi, on le voit très bien. On voit la petite bête. Et c'est homogène. Ce monsieur, il avait une azospermie et il avait un FSH normal. Et comme vous voyez là, le testicule, il est homogène. Vous allez voir comment je vais. Et après, je vais voir au niveau de l'épididyme. OK? Là, je commence à voir la tête. Vous avez vu la tête de l'épididyme? Bien sûr, avant, j'ai bien balayé le testicule sur tous les plans, en axial, en sagittal. Et là, regardez, qu'est-ce que vous constatez là? Un épididyme qui est trop dilaté. Et la tête, elle était bilatérale. Et là, on voit les canaux différents. C'est ces petits canaux-là qu'on voit qui ne sont pas dilatés. Mais là, vous voyez, c'est pas la même écogénité. En plus, c'est dilaté. Et là, on est orienté directement vers une cause obstructive, d'accord, au niveau des épididymes et probablement peut-être infectieuse. D'accord? Et ce monsieur, je me rappelle, donc il avait tout un bilan, il a été traité pour l'infection, et on a fait une biopsie après, et il y avait plein de spermatozoïdes. Et pour vous dire que ces gens-là, ils ont beaucoup de chance d'avoir des spermatozoïdes, il suffit d'aller les chercher. D'accord? Voilà. Non, non, ça c'est des petits vaisseaux. Là, c'est le canal différent. Là, pour parler de varicocèle, ça doit être très dilaté. Il faut pousser. Il faut. Là, juste parce qu'il y a un agrandissement de la résolution. Varicocèle, on voit. Bon. Là, c'est des petits vaisseaux à côté, des petites veines, des petites artères. Il n'y a pas de problème. C'est bon. Est-ce qu'il y a des questions comme ça? On prend le temps parce que le temps est terminé. Qu'est-ce que c'est? Merci, docteur Hachim. Je pense que c'était clair, c'était très interactif. C'est bon. Donc, pas de question. Merci pour votre attention et merci, docteur. Ça a été joué.